Je suis désolée de devoir vous dire que le président Bush n'est pas un très bon correspondant. Il n'a pas répondu. Et j'ai finalement reçu une réponse tout à fait, je serais tentée de dire lâche, mais en substance disant que ils avaient fait cadeau au gouvernement philippin d'infrastructures admirables et que ça devait ils devaient se contenter de cela, que le problème du nettoyage des anciennes bases ne les concernait en aucun cas. Mais l'action continue tout à fait. C'était en avril dernier, à l'occasion du 40e anniversaire de l'Association mondiale des amis de l'enfance. Des questions pour les 3 témoins que nous avons ici. Sa présidente, Caroline de Hanovre, princesse de Monaco, est interrogée par les participants sur les suites qu'elle entend donner à une certaine lettre adressée à George W. Bush. Monsieur le Président, il a été porté à mon attention par notre antenne philippine que des milliers de familles et particulièrement d'enfants ont été contaminés par des déchets toxiques près des anciennes bases militaires américaines aux Philippines. Il faudra attendre quelques mois pour que le président réponde en la personne d'un conseiller militaire de la Maison-Blanche. Votre Altesse, merci pour votre lettre adressée au président Bush concernant vos accusations de pollution causées par l'armée américaine dans les anciennes bases des Philippines. Nous sommes en 1992. Suite à un vote du Sénat philippin, l'armée américaine plie bagage. La base navale de Subic et la base aérienne de Clark, situées au nord des Philippines, se vident peu à peu de leurs derniers GIs. Bases que les États-Unis occupaient depuis plus de 50 ans et qui jouèrent un rôle déterminant durant la guerre du Vietnam. Site stratégique pour la puissance de feu de l'US Army, Subic et Clark servent de garage pour la réparation et l'entretien des navires et des avions. La présence américaine aura été bénéfique pour l'économie locale. 2000 emplois créés rien qu'à Subic. Et ce n'est pas sans une certaine tristesse que la population assiste au départ des GIs. Tristesse qui, pour beaucoup, va se transformer en détresse. Tonila, journaliste locale, fut la première à enquêter autour des anciennes bases. J'ai entendu parler d'histoires de femmes qui ont perdu des enfants. J'ai vu des personnes malades avec des irritations sur la peau ou des ampoules. On m'a montré des sources d'eau potable jaunies par des traces d'huile. Maintenant, je travaille avec ces gens. Chaque fois que j'entends parler de leur histoire, je partage à chaque fois leur douleur. C'est quelque chose de spécifique. Vous avez des victimes dans des sites contaminés. Avec des catastrophes naturelles comme les éruptions, vous pouvez vous enfuir ou chercher un lieu plus sûr. Quand vous êtes atteint par des déchets toxiques, c'est bien différent. Les déchets vous tuent à petit feu. C'est mon unique enfant. Ma fille s'appelle Mika Grosse. Elle est atteinte d'une paralysie cérébrale. Elle ne peut pas rester debout. Ma fille Dolores a été opérée 3 fois du cœur. Elle a une maladie congénitale due à une absorption d'eau polluée. Mon petit-fils Michael est né avec cette déformation au visage. On ne peut rien y faire. C'est parce que sa mère l'a conçu à une époque où elle buvait de l'eau contaminée. La racine du mal, la voici. Du mercure, du plomb, des substances chimiques abandonnées par l'US Army polluant les rivières et l'environnement. La nature est devenue poison pour les riverains des bases. Subic Bay est devenu Toxic Bay. Difficile d'obtenir des statistiques, mais on estime que plusieurs milliers de personnes sont contaminées. Cette pollution, un rapport officiel du gouvernement américain l'avait pourtant envisagée au moment de la fermeture des bases. Nous sommes en train de leur donner l'occasion de se servir dans nos stocks. Ils peuvent prendre tout ce dont ils peuvent se servir. C'est ce qui crée une situation particulière. Nous essayons en ce moment de rendre la plus sûre possible une situation que j'estime particulière. En tout cas, jamais nous n'aurions fait cela aux États-Unis.
Toutes ces choses sont récupérées et jetées dans les décharges, ce qui pose un problème d'autant plus grave que ça se passe dans les zones inondables. En cas d'inondation, est-ce que les déchets vont contaminer Subic Bay? Comment expliquer alors que ce rapport transmis au département de la Défense soit resté lettre morte? Peut-être faut-il chercher l'explication dans cette simple phrase de conclusion. Le coût d'un nettoyage de l'environnement pourrait atteindre des sommes astronomiques. Mea culpa de l'ancien commandant des forces américaines dans la région. Nous avions un grand centre de révision pour les avions et de nombreux chantiers de réparation navale. Nous étions obligés de purger, vidanger, nettoyer, décaper et repeindre les avions et les bateaux avec tous les résidus que ça générait. En fait, nous étions en permanence en train de produire des déchets d'origine industrielle, hautement toxiques, sans aucune considération pour les problèmes de pollution. Il faut reconnaître que nous avons laissé derrière nous des traces de substances toxiques qui vont durer des décennies. Monsieur le Président, je souhaite solliciter votre intervention pour que soient prises les mesures indispensables pour enfin faire face à cette situation critique. Votre Altesse, les États-Unis utilisaient ces bases selon un accord datant de 1947 et rien dans cet accord ne nous obligeait à procéder au nettoyage de l'environnement. Plus de 10 années se sont écoulées. À l'exception des bâtiments du commandement, il ne reste quasiment plus de traces de l'ancienne base navale. À côté, dans la petite ville de Longapo, où plus de la moitié de la population est composée d'enfants, la vie semble normale. Enfin presque. Jaster aimerait bien s'amuser aussi dans les ruelles, mais son copain lui fait comprendre qu'il doit s'économiser. Jaster fait partie des victimes de l'eau contaminée. Je travaillais dans l'ancienne base. J'habitais ici, le long de la rivière qui débordait. Nous avions l'habitude de boire de l'eau. On entendait dire qu'elle n'était pas bonne pour nous, mais j'étais déjà enceinte lorsque nous avons eu la preuve que c'était toxique. C'est pourquoi mon bébé est né en 2000 avec une leucémie et d'après le docteur, c'est dû aux déchets toxiques. Il suit des chimiothérapies. Il vient de commencer un nouveau traitement qui coûte cher. On a bien essayé de vivre ailleurs, dans un lieu plus sûr, mais c'est plus cher. On ne gagne pas beaucoup d'argent. Nous n'avons pas un salaire suffisant et on ne peut pas à la fois payer un loyer plus élevé et la chimiothérapie pour mon fils. J'espère vraiment qu'ils vont nous aider, qu'ils vont venir nettoyer autour des bases, pour que plus jamais les enfants ne souffrent comme mon fils. J'espère qu'ils vont faire quelque chose, parce qu'ils souffrent. De ce côté-là, il y avait les containers. Ils avaient l'habitude de jeter leurs résidus dans ces grandes poubelles. De l'autre côté, il y avait plein de résidus qui venaient de la réparation et de l'entretien des bateaux. Une partie de ces containers était destinée à recevoir les déchets d'amiante. Je me souviens que les déchets se transformaient en une poudre qui se dissipait dans l'air. Et nous, on était exposés à cette poussière. Bien plus tard, en 1985, j'ai appris que ces déchets d'amiante provoquaient des cancers.
Et moi, je suis une des victimes. On m'a diagnostiqué un cancer. Il y a donc eu des choses qui nous ont été cachées par une partie du gouvernement américain. Et je suis à présent en train de subir l'injustice que ces gens m'ont infligée. Depuis le départ des GIs, on essaye tant bien que mal de tourner la page. Subic se prépare à devenir un lieu de tourisme, mais aussi une vaste zone économique où les États-Unis resteront présents à travers des sociétés influentes. Mais on y croise aussi des habitants qui se demandent si on ne leur cache pas encore quelque chose. Aujourd'hui, les fronts de mer sont des lieux de loisirs où l'on vient pour se baigner ou pour pique-niquer, malgré le fait qu'aucun remède ou aucune activité de traitement de l'eau n'ait été engagée. C'est une sorte de situation irréversible, un cercle vicieux. Pour moi, il y a toujours des restes toxiques ici. Et les futures générations pourraient souffrir sans qu'elles le sachent, car il n'y a pas de signes, de panneaux d'avertissement et surtout pas de traitement de l'eau. Il y a des choses vraiment suspectes. La pollution est toujours d'actualité. Jade est la fille d'un docker qui travaillait à Subic. Elle est une des bénévoles de l'association des victimes. Entre deux visites à des enfants malades, elle reçoit aujourd'hui les anciens employés de la base, victimes de leur exposition aux déchets toxiques. Beaucoup sont découragés et estiment que le combat est perdu d'avance. Mais pour Jade, pas question de céder au fatalisme, séance de motivation. Nous sommes là pour parler de nos expériences dans la base, mais surtout pour demander deux choses. Demander l'enlèvement des déchets toxiques et aussi qu'il y ait un jour une juste compensation pour tous les travailleurs de la base et pour les victimes. Je suis en colère car j'ai travaillé dans cette base sans être informé des dangers toxiques. Ce principe élémentaire de respect de l'homme n'a pas été respecté. Nous, ce qu'on veut, en tant que victimes des déchets toxiques, c'est que la communauté philippine sache aujourd'hui qu'il y a des travailleurs qui sont des morts vivants. J'ai un grand rôle d'éducation auprès des anciens employés. Il faut aider ces gens à lutter pour leurs droits, leur ouvrir les yeux sur leur situation. Il s'agit de leur faire comprendre que les déchets n'affectent pas seulement les humains, mais la nature autour, et que le plomb, le mercure ont un effet beaucoup plus large qu'ils ne le croient. C'est Caroline de Monaco, la princesse de Hanovre. Elle a écrit au président Bush pour l'alerter sur la contamination par les déchets toxiques à Subic et à Clark, et qu'il paie pour leurs responsabilités. Nous aimerions l'inviter pour qu'elle vienne sur le terrain et qu'elle constate, comme ici, l'étendue des dégâts et la situation actuelle des victimes dans les zones contaminées. Qu'est-ce qu'il a, votre fils ? Il souffre d'une paralysie cérébrale. On vient de lui faire passer un examen du cerveau. À l'hôpital, ils nous ont dit qu'il fallait démarrer un nouveau traitement, mais nous n'avons pas vraiment les moyens. Quant à ma fille, elle a un problème moteur depuis l'âge de 4 mois. On voudrait bien la faire soigner aussi, mais cela coûte beaucoup trop cher pour nous. Pour l'instant, on ne peut pas lui payer de nouvel examen médical. Au nord-est de Subic Bay, direction l'ancienne base aérienne de Clark. C'est ici qu'en 1992, près de 5000 familles des montagnes voisines furent relogées après l'éruption volcanique du Pinatubo. June 1994, pumutok ang Pinatubo. Nilipat po kami dito sa. Suite à l'éruption du volcan en 1991, nous avons été relogés ici. Nous avons vécu une vie difficile, entassés, parqués,
avec une eau qui sentait mauvais. Une eau qui nous donnait des maux de ventre, des vomissements, des diarrhées, des démangeaisons. Le gros problème ici, c'était l'eau. Avec le recul, je me dis que c'était encore pire que ce qu'on avait voulu éviter avec le volcan. Car la lave, au moins, on la voit, on peut l'éviter sur la route. Alors que cette eau, on ne pouvait s'en passer, on n'avait pas le choix. On ne savait pas que cette eau nous tuait à petit feu. C'est là que je vivais, dans ces anciens baraquements dont il ne reste que des ruines. À l'époque, autour, il y avait des stations de nettoyage des avions, avec des produits industriels déversés tout autour. C'était comme ça. Mon sentiment, c'est que je ne pense pas que les Américains savaient que l'eau était déjà contaminée. Je me souviens que même la végétation ne résistait pas à cette eau. Il suffit d'ailleurs de regarder ici. Tout a été détruit. C'est ici qu'on prenait l'eau pour se baigner, pour boire, faire la vaisselle. Ça sentait mauvais. Il y avait des résidus noirs en surface et de l'huile même. Je sentais que ça nous rendait malades. Mais on ne savait pas que c'était aussi dangereux. Et surtout que mon fils allait en mourir. À une quinzaine de kilomètres, Dina vit aujourd'hui à Angeles City où elle tient une épicerie. Maman de Chrysel, premier enfant victime recensé, elle a fait de sa maison un refuge, un lieu d'entraide pour des familles désemparées. Avant de mourir, mon fils dessinait beaucoup. Et en particulier, il aimait dessiner des arbres, des animaux. Surtout, il éprouvait le besoin de dessiner, comme il disait, une nature sans poison. Là, c'est un collage que mon fils avait fait avec l'invitation de Greenpeace, lorsqu'ils sont venus fin 99, début 2000 avec le Rainbow Warrior. Lorsque le Rainbow Warrior est arrivé, mon fils était très excité. Ils l'ont fait monter à bord, lui ont fait piloter leur bateau. Il était heureux mais montrait des signes de faiblesse. Il avait du mal à respirer, il transpirait. On lui demandait si ça allait, il nous faisait comprendre qu'il ne fallait pas s'inquiéter, qu'il irait dans un endroit où il serait heureux. C'est comme ça que j'interprétais ce qu'il disait. Là, sur ces photos, ce sont les derniers moments que l'on a passés ensemble. Après, il a fallu l'emmener à l'hôpital et ça a été le début de la fin. Et sur ce cœur, nous demandons au gouvernement américain de rendre justice aux enfants victimes. Au siège de la société de reconversion de la base, on ne songe qu'à l'avenir. Bureau flambant neuf, équipe de marketing à pied d'œuvre et ce projet de technopole avec centre commercial, piscine futuriste, aéroport d'affaires, infrastructure high-tech. Nous nous risquons pourtant à poser la délicate question des déchets toxiques sur la base. Nous n'avons pas vraiment de preuves scientifiques pour conclure à des maladies causées par des déchets toxiques sur la base de Clark. Encore faudrait-il le démontrer par des faits. D'ailleurs, sur notre site, il y a beaucoup de sociétés qui se sont installées. Et leur nombre augmente. On en compte déjà plus de 300. À la faculté des sciences de Manille, ce chercheur ne partage pas cet avis. Des preuves, Toby Dayrit en a accumulé un grand nombre depuis 10 ans. Nous avons un taux élevé de maladies autour des anciennes bases.
Nous avons un taux élevé de cancer dans les populations vivant autour de ces bases. Avec 2 instituts spécialisés, Weston et Woodward, nous avons fait des rapports pas toujours faciles à comprendre, mais qui montrent bien que la pollution est là. Voici un échantillon d'eau prélevée sur la base de Clark, où il y a des populations qui vivent encore actuellement. Ces échantillons sont contrôlés régulièrement en raison de la présence de polluants. On a trouvé encore des traces de plomb, des pesticides. Tout ceci nous indique bien qu'il y a contamination. Retour à la maison des victimes, où la pureté de l'eau est devenue une obsession quotidienne. Guy Huel, épidémiologiste à l'INSERM. Le problème des métaux lourds, c'est un problème aigu dans la mesure où il est stocké dans l'organisme et il n'en sort pas. Et peuvent provoquer dans les populations un certain nombre, selon le degré d'exposition, un certain nombre de problèmes de santé. Généralement, ces problèmes de santé touchent dans un premier temps les enfants, les femmes enceintes et leurs fœtus. Une petite fille qui a été exposée à Manille, 20 ans après, va exposer son propre fœtus, même si à cette époque, elle n'est plus exposée aux métaux lourds. On retrouve principalement des effets sur le système nerveux central, sur le développement psychomoteur de l'enfant principalement. Malheureusement, il n'y a absolument pas de traitement connu pour l'instant à propos des métaux lourds en tout cas. La seule façon de remédier au problème, c'est d'éliminer la source de pollution ou changer les populations de lieux d'habitation pour éviter justement ce problème d'imprégnation. Manille, ambassade des États-Unis. Face à un gouvernement américain qui fait le dos rond, ils sont de plus en plus nombreux à venir exprimer leur colère. Des manifestations où l'on croise des familles de victimes, mais où se joignent aussi des représentants de l'Église catholique, des écologistes et ce qu'on appelle ici les filames, enfants nés d'un père GI reparti aux États-Unis et dont les mères n'hésitent pas à faire un parallèle entre ce qu'elles appellent 2 types d'irresponsabilité. Monsieur le Président, des centaines de milliers d'enfants mourront dans les 10 prochaines années des conséquences de leur exposition. Votre Altesse, même si je devine que ces réponses ne correspondent pas à vos souhaits, je vous remercie à nouveau d'avoir écrit au Président. C'est d'ici, de ce petit pavillon de la banlieue de Manille, que sont organisées les manifestations. Nous sommes au siège de l'association People Task Force for Bases Cleanup, qui, comme son nom l'indique, réclame au gouvernement américain de venir faire le ménage autour des anciennes bases. La revendication peut paraître angélique, mais ici on y croit dur comme fer. La revue de presse est l'occasion de regonfler le moral des troupes. Voici une coupure de presse qui fait partie de notre collection. C'est un article qui nous vient d'Italie. Pour nous, c'est très important, car nous avons besoin de mener une campagne vraiment globale. Nous avons besoin de mettre une pression internationale, car nous voulons obtenir la sympathie d'un maximum de populations, de manière à pousser le gouvernement américain à nettoyer ces déchets qu'ils ont abandonnés pendant la période où ils étaient sur ces bases aux Philippines. C'est un très long combat. Nous savons que nous n'arriverons pas à une véritable solution,
Mais grâce à notre plan d'action, on pourra peut-être obtenir des mesures d'urgence en matière de santé. Nous espérons aussi qu'on va sensibiliser les gouvernements à l'étranger et qu'ils vont faire pression sur le gouvernement américain. La cause des enfants, c'est sa vie. Depuis qu'il a envoyé 2 sénateurs en prison pour pédophilie, Maître Eric Malonga est très populaire aux Philippines. De conférences de presse, en visite d'école comme ici, il profite de sa notoriété pour alerter l'opinion publique, un combat qu'il entend bien porter au-delà des Philippines. Nous avons l'intention de pousser la Commission des droits de l'homme des Nations Unies à mener une investigation de manière à ce qu'elle puisse établir une commission d'enquête sur les droits des enfants, de sorte qu'on puisse porter plainte devant une juridiction pour les enfants victimes de la contamination provoquée par la présence militaire américaine sur le sol philippin. Ils doivent faire face à leurs responsabilités. Ils visent l'Irak et Saddam Hussein. Ils lui reprochent de posséder des armes de destruction massive. Mais ici, aux Philippines, en toute légalité, dans les anciennes bases militaires, il y a des armes de destruction massive. De destruction massive, j'ai bien dit. Il y a des gens qui en meurent, ici aux Philippines. Et nous ne sommes pas des ennemis de l'Amérique. Il faut absolument continuer mais je pense que peut-être par le Congrès américain, par les élus, je pense que peut-être certains citoyens américains aimeraient voir l'argent de leurs impôts dépensé à des fins peut-être plus justes et plus utiles pour l'enfance, pour l'humanité. C'est une question qu'il faudrait peut-être leur poser par le biais de leurs élus. Je pense que l'opinion américaine n'a pas été du tout sensibilisée à ce problème. Mais il n'y a pas que les États-Unis qui ont laissé derrière eux des déchets toxiques. Je pense que beaucoup d'autres pays peuvent être incriminés. Et une prise de conscience globale est nécessaire, impérative. On cherche tout le temps à nous rassurer sur l'innocuité de certains produits ou de certaines offensives, sur l'absence ou le risque minime pour les populations. Et on a l'impression qu'on a affaire à des apprentis sorciers qui ne savent pas exactement où ils vont et ce qu'ils manipulent. Le message de la princesse Caroline a-t-il des chances d'être entendu? Les apprentis sorciers seront-ils plus forts? Ces derniers sont en tout cas prévenus. Des citoyens, à Manille comme ailleurs, sont bien décidés à se battre pour laisser une autre planète à leurs enfants.